Bonjour Stéphane et bonne année. Bonjour Laurent, excellente année à toi. Qu'elle Alors soit dites-moi, profitable et qu'elle soit libre. Et qu'elle soit ouh libre. là là, c'est pas gagné, hein. Mais au moins, moi j'ai l'habitude de la neige, pas comme vous en France, apparemment c'est la grosse panique, là je me marre. Mais bon, bonne chance. Oui, oui, oui. Ici, 10 centimètres, 2 centimètres de verglas, oui, oui, c'est Deux, totalement inhabituel. 2 centimètres Ah, de neige ressenti de 2,50 m, hein. c'est ça, c'est ça. J'ai vu passer de temps endroits la météo, -2, -3, ressenti -25 ou une connerie comme ça, tu vois. Mettez un pull et des chaussettes. Au vu de l'actualité, plus que de la météo, on va aujourd'hui aborder un sujet de droit C'est chaud. international. Alors pas un sujet de droit, mais le droit international lui-même. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Puisque pour ceux qui écouteraient ça en 2032, on en fait ça dans la première semaine de 2026. La trompe et ses dégénérés ont fait un petit coup en Venezuela en kidnappant un autre dégénéré. Et ça a soulevé, bien sûr, beaucoup de commentaires, évidemment, dont certains qui disent que c'était inacceptable que la trompe fasse ça parce que ça viole le droit international. Alors, aujourd'hui, on va essayer de voir de quoi il s'agit dans notre monde actuel. Cette expression, elle recouvre quel concept? Et ensuite, je propose aussi qu'on établisse le parallèle avec un monde libre. Est-ce que cette notion aurait la moindre validité? Est-ce que ce serait un concept en tant que tel? Moi, je vends la mèche, bien sûr que je dis que non. Même le mot international n'aurait aucun rapport, mais on va en parler tout à l'heure. Dans l'immédiat, je te propose que tu nous expliques qu'est-ce que ça veut dire, droit international. Moi, si je fais une phrase facile de comptoir, je vais dire c'est une espèce de pacte entre dirigeants. C'est leur club de dirigeants, c'est donner un règlement intérieur. Et quand ils ont envie, ils le respectent. Sinon, ils ne le respectent pas. De toute façon, il n'y a personne au-dessus. Donc, c'est vraiment une sorte de pacte de bonne volonté. Et voilà, quoi, ça s'arrête à peu près là. Donc, on peut le violer ou pas. Enfin, ça dépend des cas, qui est le plus fort, qui est le plus faible. Est-ce que tu aurais une acception un peu plus smart que ça? Ouais, je pense qu'il y a. Je suis fondamentalement d'accord avec toi, sans surprise. Mhm. Je pense quand même et je suis pas du tout un spécialiste du droit international, justement parce que ça n'existe pas. Mais on peut quand même penser à deux choses dans l'histoire qui permettent de donner un éclairage, peut-être quand même. Si on remonte, on va dire, à l'ancien régime, hein, au temps où les guerres étaient payées par ceux qui les faisaient. Et tu sais, avec des phrases du genre père, plutôt messieurs les Anglais tirez les premiers, tu sais. Je pense que le droit international était très largement lié aux affaires familiales des rois de l'époque, monarques, etc., et de certaines bonnes pratiques et convenances sur la façon de mener la guerre, les négociations, et des trucs comme ça. Donc, oui, c'est quelque part, tu as raison, c'était à l'époque probablement assimilable à des bonnes pratiques et des bonnes mœurs entre nobles royaux, alors, monarques et royaumes, oui, sur la manière d'avoir des relations plus ou moins familiales entre eux et de mener la guerre. Bon, avec des choses qui se faisaient et des choses qui ne se faisaient pas. Hein, la caricature, c'est messieurs les Anglais tiraient les premiers. Et je pense que c'est quand même important parce qu'effectivement, je pense que historiquement et en termes de référence, ça, on vient de là, malgré tout. Il y a des Mhm. choses bien et des choses pas bien. Bon. L'autre élément quand même structurant plus récent qui probablement a marqué, c'est la création des Nations Unies. Oui, j'allais dire qu'à Euh, l'époque, il n'y avait pas d'espèce d'organisme supra-royal qui pouvait donner des mauvais points et dire toi, tu n'as pas fait comme il faut. C'était vraiment de c'est personne à ça, personne. De nos jours, on a c'est ces ça, administrations soviétiques mondiales qui c'est ça. prétendent, avec la Cour internationale de la Haye, rendre des jugements et des conneries comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est intéressant parce que donc effectivement l'ONU plus ou moins avec ses je sais plus quoi, c'est des directives, non, c'est pas des directives, tu vois, les trucs d'Israël, je sais plus comment ça Résolution, s'appelle. résolution. Ouais, c'est ça. Merci. C'est Avec c'est ses comme le Premier résolutions. Congrès. Ouais, c'est ça. Prétend légiférer au niveau international. Bon, voilà. Et je suis absolument pas certain, d'ailleurs, mais alors, avec tout risque de dire des conneries, que l'ONU ait justement émis un droit international auquel justement on pourrait se référer. Ça ne me paraît pas du tout clair.
Je pense que ce qui a été émis, c'est tout un tas plutôt de décisions ponctuelles, telles que celles concernant Israël ou autres. Et là, je peux dire une connerie, pas de souci, c'est pas un problème. Et le troisième point qui me vient en même temps, tu sais, c'est la réflexion de Murray Rothbard, qu'on utilise aussi, il y a Hope aussi qui l'utilise, et qui, quand on explique que le droit naturel et la situation de l'anarchie, etc., rappelle régulièrement que les pays, quand on nous dit que les relations nécessitent d'avoir un État pour le régalien, etc., il rappelle chaque fois que les pays entre eux sont dans un état d'anarchie, justement comme tu l'as dit, parce qu'il n'y a personne au-dessus, même si c'est l'ONU, l'ONU n'a d'autorité que celle qu'on veut bien lui accorder. Et donc c'est intéressant parce que, vu de loin, les différents pays sont en relation entre eux dans une situation qui est tout à fait analogue à celle du droit naturel, et que dans la réalité et l'histoire, à part justement ces fameuses bonnes pratiques et autres convenances, la réalité c'est que le droit international est un droit essentiellement bipartite, ou tout au plus multipartite, avec des traités et des choses comme ça qui définissent les relations point à point qu'il peut y avoir entre un pays et un autre. Alors ça se complique depuis avec des accords comme Mercosur ou des conneries comme ça, mais on est fondamentalement dans un monde, en fait, qui est un monde de droit naturel. Vu de très loin et vu du point de vue organisationnel, d'accord ? Tout ça pour dire que le droit international, qui serait une loi, avec des choses qui pourraient être punies et des choses qu'on ne devrait pas faire et faire ou pas faire, ça n'existe pas. Et ça peut paraître bizarre puisque je vais te dire que c'était du droit naturel, sauf que le droit naturel, c'est quelque chose qui a lieu entre des individus qui sont responsables par devant les autres, envers les autres, c'est une notion de responsabilité. Cette notion de responsabilité, elle a aucune réalité, aucun sens entre les pays. Sinon, il n'y aurait pas de guerre, en fait. Et donc, ce simple fait qu'en fait, non, les pays ne sont pas en fait dans une situation de droit naturel, parce qu'il n'y a pas de responsabilité. Et donc, le droit international, parce qu'il n'y a pas d'organisation et parce que c'est pas du droit naturel, on ne sait pas ce que c'est. C'est un spectacle qui fait croire aux gens qu'on vit dans un truc bien organisé, bien encadré, avec, comme tu l'as dit, des traités. Je pense aussi à la Convention de Genève. Apparemment, on a le droit de massacrer des gens que d'une certaine façon, mais pas d'une autre. Les armes chimiques, c'est pas bien, mais les bombes incendiaires, c'est bien. Le napalm, c'est bien, mais empoisonner les gens, c'est pas bien. Voilà, on a le droit de faire des prisonniers de guerre, mais il faut quand même être gentil avec eux. On a le droit de faire des prisonniers de guerre. On a le droit d'assassiner les gens dans la rue quand on a un uniforme, mais enfin bref. Donc le droit international, c'est, de mon acception à moi, c'est juste une feuille de vigne pour cacher l'anomie, en fait. L'anomie internationale, c'est-à-dire que ces gens-là sont en pleine anomie, il n'y a rien qui marche d'autre que la force brutale du singe qui éructe et qui bombarde. Et de temps en temps, on codifie ça avec des petits machins sur lesquels on met des coups de tampon, puis il y a des dorures, et puis on signe, parce que comme ça fait passer le sketch auprès des pauvres débiles comme nous. Si, on s'occupe du truc, tout est bien géré. On est enfin, on n'est plus dans cet état justement de roi qui était manifestement souverain et qui entre eux l'exprimait en tant que tel. J'aime cette phrase, en tant que tel. Ceux qui écoutent Kaamelott sauront pourquoi. Qui donc étaient engagés, eux, parce qu'ils étaient des rois, et je ne suis pas en train de faire l'apologie des rois, c'est juste que eux, comme tu l'as dit tout à l'heure, ils faisaient la guerre avec leurs propres armées, leurs propres fonds, et quand ça se passait mal, ils le ressentaient dans leur propre chair, dans leur propriété. Là, c'est plus le cas, mais on fait semblant que c'est mieux parce que les dépenses sont payées par les esclaves que nous sommes, les dépenses de guerre, les dommages de guerre. Là, je parle de guerre, mais ça, comme tu l'as dit aussi, ça peut aborder des sujets comme Mercosur, ce genre de faux libéralisme. Ça aussi, c'est une grosse arnaque de faire passer ces trucs-là pour du marché libre. Bref, là, je suis parti dans tous les sens parce que je suis en colère qu'on utilise ce terme droit international. C'est pas du droit. C'est pas du droit.
Mais c'est vrai que c'est un peu international quand même, donc on peut garder Oui, international. c'est international par structure, mais ça s'arrête là, quoi. Ça s'arrête là. Ils le Ça n'est changent quand absolument ils pas. veulent, quand ils veulent. Mhm. Voilà Et il y quoi. a un autre point aussi, je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. Et j'aime beaucoup effectivement ton point sur l'anonyme, parce que moi j'étais parti sur l'anarchie, référence à Rothbard et à Hope, Mhm. parce que effectivement il y a une situation d'anarchie entre les pays, et au sens qu'il n'y a personne au-dessus. Donc ça reste vrai, mais tu as tout à fait raison. Ce qui fait la grosse différence entre le droit international et le droit naturel, c'est que le droit naturel est normatif, alors qu'effectivement, le droit international est tout sauf normatif. Il est complètement erratique, arbitraire, et on le voit bien d'ailleurs dans l'actualité, très clairement. Très clairement. D'ailleurs, je vais en profiter pour passer une petite pique parce que je suis bien agacé ces temps-ci. Tous ces abrutis de droite là qui sont en train de se palucher sur ce qui se passe avec Trump, le Venezuela, toute cette merde, nous reprochent à nous, Anarcap, notre utopisme, on va le dire comme ça, Ah oui. parce que Ouais, c'est ouais. pas raisonnable de penser qu'il y ait personne qui dirige les trucs. Mais bande de gros débiles, vous voyez bien que les chefs d'État sont exactement dans la situation qu'on espère nous avoir en tant qu'individus. Eux, ils le sont déjà. Les gens de droite sont tellement cons qu'ils ne voient pas que les chefs d'État sont libres d'une manière exagérée d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a personne au-dessus. Donc, et ils le revendiquent. Les gens de droite revendiquent le dirigeant fort qui structure la chose. Ça veut dire que vous êtes capable d'accepter la liberté pour certains, mais pas pour tous. C'est d'une incohérence qui me fait mal. Je comprends tout à fait ce que tu dis, et je ne peux que t'appuyer, mais je vais quand même te taquiner si tu me permets. Oui, s'il te plaît, oui. Mais pour aller plus loin dans ta logique, dans ta propre logique. Mhm. Non, en fait, ces dirigeants, ils sont pas libres. Pour être libre, il faut être deux. La liberté, c'est-à-dire le droit, hein, n'est jamais que le reflet de ce que l'autre t'accorde. Hein, c'est l'axiomatique de l'argumentation. Pour être libre, il faut être deux. Robinson n'est pas libre, il est libre à partir du moment où vendredi vient et qu'il ne se tape pas sur la gueule. Okay, donc, notre ami Trump, hein, qui quelque part fait ce qu'il veut, c'est ce que tu dis, il n'est pas libre au sens qu'il est au-dessus de tous les autres, il est au-dessus de la mêlée. Effectivement, il est en pleine capacité de décision, mais il n'y a personne pour s'opposer à lui. Donc, c'est pas de la liberté, c'est arbitraire. Je vais répondre à ça en disant que dans ma phrase à moi, c'était libre par rapport à Macron, par exemple. Eux, tous les Ah deux, oui, ok. D'accord, sont au même d'accord. étage de la pyramide des exploiteurs et des fils de pute. D'accord, d'accord, d'accord. Ok. Et tout ce petit club de dirigeants, ils sont combien dans le Ah monde, les oui, oui, dirigeants? oui. 200, on va dire qu'il y a 200 pays, ça fait Oui, 200 dirigeants. Et ce club-là, oui, à l'intérieur, oui, on peut dire qu'ils sont en oui, oui, état oui. plus ou moins En ce d'anarchie, là. sens-là, oui, je comprends. Oui, 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 d'accord, Et d'accord, puis même, on d'accord. pourrait dire qu'à l'intérieur d'un État, d'un gouvernement, parce qu'on ne gouverne jamais seul, même la trompe qui est au sommet de sa pyramide à lui, Oui, il y a quand même un mais tu veux, aréopage autour qui le considère en tant que tu tel, pensais, justement, comme un tu universal. Mais tu pensais au sommet de la pyramide d'une manière symbolique. Oui, tu as Ouais, raison. c'est ça, Tu as c'est ça. complètement raison. Oui, Effectivement, oui, si oui. sur la planète entière, il y avait, comme le fantasme certain, comme Attali et ce genre de merde, il y avait un gouvernement mondial avec un chef d'État mondial, ce chef d'État ne serait pas libre. Il serait simplement là en tant que tumeur générale, mais effectivement, il n'aurait personne à son niveau à lui, donc il ne serait pas libre en tant que libre du point de vue anarchiste. Mais dans Tout à le monde fait. dans lequel on est, il y a Oui, 200 oui, pays oui. avec 200 connards. Bah, ces gens-là, entre eux, sont libres, quoi. Et Oui, oui, ils tout à fait. forment la société dans laquelle on vit, et ça plaît aux gens de droite qui pensent qu'il faut que ça marche comme Oui. ça. Donc, vous êtes d'accord pour une liberté, mais pas trop. Et si on pousse cette analogie, et pour revenir sur notre sujet quelque part de droit international, et tu me permettras de faire une référence à un livre que j'aime beaucoup, qui est Le pacifisme d'Émile Faguet, qui est exactement dans ces sujets. Mhm. Je ne saurais assez recommander à qui nous regarde de lire en ce moment Le pacifisme de Émile Faguet. Il traite exactement de ce sujet. C'est un peu du pré-Hope aussi, je Pardon. peux m'exprimer ainsi. Pardon. J'ai retrouvé dans ce livre certaines fulgurances qui auraient pu être synthétisées par Hope s'il avait vécu à cette époque-là, quoi. Ça ressemble beaucoup, en fait. Tout à fait. Absolument.
Et c'est ça ça fait partie des choses que je trouve tout à fait intéressantes. Et il parle donc du pacifisme, donc forcément de la guerre, forcément. Et donc on est dans les sujets qui nous intéressent. Si ces gens, si les pays, ces pays, si les pays étaient dans un monde de droit et donc quelque part dans un monde de droit naturel, de contrats, de traités, etc., la guerre serait strictement une agression. Elle serait bannie par la civilisation. Okay. Il y aurait une justice que les pays organiseraient entre eux pour sanctionner quiconque se lance à faire ce genre de choses. Même un Trump, c'est-à-dire que même un Trump, avec la puissance qu'il peut avoir, se retrouverait aussitôt face à l'ensemble de l'humanité. Les 199 autres pays réagiraient aussitôt parce qu'ils sauraient que c'est leur intérêt, sinon ils pourraient continuer à taper, pour lui imposer de refaire marche arrière et de faire la paix. Dans un monde civilisé, même avec des pays, même avec des puissances, et encore, c'est pas notre modèle, on va y venir, si vraiment il y avait du droit international qui digne de ce nom, le droit international se traduirait très concrètement par une réaction aussitôt par l'ensemble de la communauté, parce que le droit c'est fait par la communauté, qui d'une manière ou d'une autre s'unirait aussitôt, et quelque part, malgré tout, Trump, il aurait du mal à réagir à l'ensemble de la communauté, en disant, tu veux bien, tu rentres chez toi, tu arrêtes tes conneries, sinon c'est nous qui allons te régler, te chauffer tes fesses. Et on va arrêter d'acheter tes conneries, tu vas te retrouver très rapidement, ton dollar, on n'en veut plus, etc., etc. Nous ne sommes pas dans ce monde-là, malheureusement, quelque part, parce que ce monde-là serait meilleur que celui que nous connaissons. Et parce que nous ne sommes pas dans ce monde-là, le droit international n'est pas un droit. Si c'était du droit, il y aurait de la justice et qui serait organisée par la communauté internationale elle-même. C'est pas le cas. Si, Stéphane, tu dis n'importe quoi. Ils ont bien traduit en justice des mecs là en Yougoslavie des années 90 qui avaient commis des massacres. Ils sont allés à la Haye les accuser de ceci, cela, et ils les ont mis en prison. Donc quand c'est assez petit et faible, on y va. Oui, c'est ça. Et ces gens-là, ils ont réparé, c'est-à-dire qu'ils ont payé. Ça, non, les victimes ont payé pour les mettre en prison. Ouais, c'est ça. Donc, j'entends ce que tu dis et je vois bien l'argument, mais l'argument fait une légère confusion entre les dirigeants et le pays, parce que quand on parle de droit international, on est au niveau du pays. Le dirigeant n'est jamais que le représentant du pays. Donc, parce que peut-être que j'ai oublié de dire un truc peut-être important, et encore, on va me traiter d'utopiste. Parce que pour que Trump ou autre, parce que Manu, c'est pareil, pour que Manu puisse prétendre aller faire la guerre, parce que c'est ce qu'il nous fait, le Manu aussi, d'accord ? Pour qu'il puisse le faire, il faut qu'il ait la conviction qu'il ait suffisamment de soutien de sa population pour pouvoir aller le faire. C'est donc jamais Manu seul qui va faire la guerre. Yes, sir. Ce livre. C'est donc jamais Manu tout seul qui fait la guerre. Il a bien derrière lui une troupe suffisamment de troupes de jobards qui vont soutenir son action, ne serait-ce qu'en acceptant d'aller à la guerre d'ailleurs. Et donc, pour revenir sur la question du droit international, on est bien sur une question où le droit n'est pas lié au seul dirigeant, mais bien à l'ensemble de la communauté. On n'est pas du tout dans ce monde-là. Ce n'est pas du droit. Ce n'est pas du droit. D'ailleurs, même si ça fonctionnait comme tu viens de le suggérer avec des redditions de comptes, etc., de la communauté envers un agresseur patenté, je ne suis même pas certain que ce modèle-là arriverait au niveau de la réparation et de la restitution. C'est pas très très éloigné, je pense, de celui du Moyen-Âge, quand même, si tu veux. C'est vrai. Et sérieusement, on va pas faire du droit, machin, là. Il faudrait demander à Fabry l'histoire du droit, mais relire de Jouvenel. Mais je pense que c'est assez approchant et malgré tout à l'époque, il y avait bien, je cherche le terme depuis tout à l'heure, mais il y avait bien une forme de responsabilité, de réparation. Oui, il y avait une forme de réparation.
Regarde le traité de Versailles. Mhm. Les Allemands ont payé, ont remboursé à la France. La guerre de 70, entre la France et l'Allemagne, la France a dû payer des sommes astronomiques pour l'Allemagne. Mais ce que j'allais dire justement, c'est que ces paiements, alors pour la guerre de 70, j'en sais rien, mais pour 5 la milliards de première guerre, francs, si mes souvenirs sont bons. mais pour la 5 première guerre milliards de mondiale, francs de l'époque. ah ouais, 100 Non, milliards de francs de 70. l'époque, ça commence à faire du Ouais, c'est pognon. ça. C'est ça. Mais n'empêche que pour la première guerre mondiale, ça s'est traduit par Weimar, parce qu'ils sont rués sur la planche à billets, ils ont détruit leur économie, ils ont volé toute leur population pour faire semblant de payer cette dette, quoi. Donc bon. La guerre, déjà, Non, si on fait un petit aparté là-dessus, n'existe que parce qu'il y a des planches à billets, des banques centrales et des merdes comme ça. Fiat war. Sans planche à billets, sans banque centrale, il n'y a pas de guerre, quoi. C'est trop cher. Donc c'est tout ça pour dire sur différentes façons qu'on parle de droit international, c'est de la foutaise. C'est oui, il y a des choses qui sont en place avec l'ONU, il y a des singeries à travers l'ONU et des machins et de ceci et de cela, une déclaration des droits de l'universel de l'homme, un truc comme ça, des conneries de ce type-là. Mais c'est pas du droit, ça. C'est pas du droit. Alors, c'est vraiment pas du droit, c'est quand même international. Or, dans un monde libre, ce serait la situation totalement symétrique où ce serait du droit et ce ne serait plus international. C'est très, très vrai, ça. International, dans un monde libre, n'a pas de sens. Alors, je suis bien sûr tout à fait d'accord, mais je vais quand même te titiller là-dessus parce que je pense que c'est pas trivial. Mais enfin, Laurent, tu dis encore des conneries. J'ai l'habitude. Le monde libre est un monde non plus des 1000 Liechtenstein pour le coup, là, mais probablement des millions de Liechtenstein, probablement. Et chacun des territoires de la mosaïque libre aux millions de Liechtenstein est bien un territoire. Ce territoire a une présence géographique au sein de la mosaïque, et il y a bien une présence nationale au sein d'une présence internationale. N'est-il pas? N'est-il pas? Alors, imaginons que ces territoires, par exemple, ce soit les 95 départements français. Pour commencer modestement, parce que moi, je vise beaucoup plus petit que ça. 36 000 communes, c'était bien. 36 000 communes, c'est vachement mieux, en fait. Donc, 36 000 territoires sur la France. À ce moment-là, tout est international ou rien ne l'est. C'est-à-dire que si je suis dans une commune au fin fond de l'Ardèche, eh bien, la commune d'à côté, c'est déjà un autre pays, et pourtant, c'est à 1,5 km. C'est ça, c'est ça. Et je suis bien d'accord. Et en fait, je pense que il y a deux notions, en fait, qui se télescopent dans l'esprit des gens, je pense. C'est la première, c'est la notion de nation. Dans un monde libre, il n'y a pas de nation au sens où on le connaît. Okay, il y a des populations, il y a des communautés. Chacune des communautés peut avoir un sentiment affectif qui l'attache à sa communauté, à sa région, etc. Chacun et chacun. OK. Mais il n'y a pas de nation. Le mot nation est un mot qui n'a strictement aucun sens. Mais pas seulement dans le monde libre. Déjà aujourd'hui, le mot nation est un mot qui a strictement aucun sens. Je défie quiconque de me donner une définition de nation. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de nation, il n'y a rien d'international. Bon. Mais par contre, effectivement, dès qu'on est hors d'un petit territoire, ben effectivement, on est avec l'étranger. Okay. Cela dit, ça ne va pas être si simple. Ça va pas être si simple. Et je pense que c'est ce qui va progressivement nous amener à la solution. Parce que, évidemment, tu sais, moi qui veux faire sécession de mon lotissement. De mon lotissement. Bah, j'ai des lotissements autour. Et donc, les lotissements autour sont des voisins. Et donc, forcément, je vais établir et conserver et entretenir des relations, le lotissement, avec les autres lotissements, qui eux-mêmes vont faire pareil. Et puis, probablement, nous allons, parce qu'il faut se défendre, ils vont probablement nous unir, faire des accords, des traités, des contrats, aller chercher les services d'entreprise en commun, faire un GIE des lotissements de la région parisienne pour aller chercher des forces de défense avec le GIE. Non mais
Ouais, ouais. Mais on va effectivement mettre en place tout un tas d'organisations, de traités, de contrats et de machins, de proche en proche au fur et à mesure que les enjeux montent. Et peut-être que dans 1000 ans, quand tout ça sera fait, il y aura le lotissement des lotissements, la fédération de lotissement, la fédération des fédérations, un truc comme ça, avec des nœuds dans tous les sens, des relations extrêmement imbriquées, etc. Et il y aura tellement d'imbrication dans ces relations que pour commencer à les taper sur le voisin, le droit à mettre en cause pour pouvoir le faire sera extrêmement compliqué. Et qu'en fait, le droit international, il existera parce que chaque territoire, chaque communauté et chaque individu dans les territoires sera au sein d'une nuée de contrats, de traités, etc., qui tous combinés seront le droit international et détermineront ce qu'on peut faire avec le monde extérieur. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je suis déjà fatigué là parce que moi, en tant qu'individu, je vais devoir me taper un bouquin de 4000 pages pour comprendre l'environnement dans lequel je suis. Comment on va faire? Ouais. C'est pas Mais réaliste, oui, c'est vrai ça. C'est c'est vrai, pas c'est pragmatique. compliqué, oui. Non, c'est pas pragmatique. Mais au quotidien, a priori, quand tu vis au quotidien, tu vis pas pour faire la guerre, tu t'occupes de tes affaires. Et je Donc, dirais même plus, j'ai pas besoin de connaître les ramifications d'Internet pour m'en servir et de connaître tous les contrats qui lient exactement. tous les fournisseurs Internet et tous les gens qui sont dans ce milieu-là. Ils font leur business. Moi, je suis client de ça. D'ailleurs, on est en train de parler sur Internet là. J'en ai rien à Ouais, foutre, moi, de comment ça marche chez mon opérateur, quoi. c'est tout à fait vrai. Et pourtant, c'est extrêmement compliqué. Et c'est extrêmement utile et surtout efficace, performant et pas cher. Oui, c'est une très bonne analogie parce qu'effectivement, je pense que tu as raison. La complexité du réseau Internet du point de vue technique, organisationnel Et commercial. et commercial est très semblablement comparable à l'organisation qu'on mettra en place dans un monde libre. Je pense que c'est une très bonne analogie, avec des complexités et des détails et des ramifications à n'en plus finir, mais au bout du compte, chacun de nous n'interagira qu'avec les gens avec lesquels il a besoin d'interagir. C'est Point. ça. Mmh. Et puis, Et comme tu l'as dit, donc le droit international, pour le coup, il existera. Ce sera un vrai droit. Il sera de dimension réellement internationale. Et parce qu'il existera, la guerre sera extrêmement difficile. C'est ça le truc que les gens ne comprennent pas. Ah ouais, tu vas pas pouvoir résister au voisin qui va. Mais mon pauvre ami, dans un monde libre, le voisin agressif, il a déjà disparu. il a déjà fait faillite. Il a Quand fait tu es faillite, con au point de exactement. vouloir faire la guerre, tu disparais économiquement, puis tu vas C'est pleurer ta ça. mère, quoi, c'est tout. C'est ça. Je pense que ça fait partie des gens, ce que les gens ne comprennent pas. Ils nous opposent toujours. Ah, mais espèce de con, avec ton petit monde libre, tout gentil, machin, qui veut pas faire la guerre, etc., avec ta vision pacifiste, etc., tu pourras jamais résister à un méchant comme Trump qui vient te taper dessus. Mais le problème, c'est que le méchant comme Trump, il aura disparu depuis très, très longtemps. Alors, on va peut-être réexpliquer 2 secondes pourquoi. La raison est assez basique, c'est que quelqu'un qui commence à mal se comporter ou qui commence à montrer des projets agressifs va petit à petit perdre ses soutiens, ses clients et ses revenus. Et si ça suffit pas, eh ben, on va faire justement jouer les contrats qu'il a signés pour exiger réparation. Et la réparation commence au premier jour, pas au bout de 6 mois de conflit. Donc si au premier jour, il commence à déconner, surtout qu'on le voit, l'économie, c'est justement ça, c'est jouer sur les prix et étudier les prix pour voir où il faut faire du business. Si on voit que, par exemple, je sais pas moi, le domaine des bombes commence à rapporter beaucoup parce qu'il y a un gros acheteur, ça va mettre la puce à l'oreille à tout le monde parce que si on dirige beaucoup de ressources vers la fabrication de bombes, ça va faire monter les prix ailleurs. Bref, la réaction économique, elle est organique, c'est-à-dire qu'elle est en temps réel et ça va se voir et on va s'en dissocier parce que la plupart des gens, je n'en démords pas, la plupart des gens ne se lèvent pas le matin avec l'espoir de la guerre, de la ruine et de Bien massacrer sûr. autrui. La plupart des gens veulent la paix, la plupart, pas tous. Bien sûr. L'immense majorité. L'immense majorité. C'est sûr. Et les Mais pourritures qui veulent faire la guerre, ils vont se faire ruiner dans un monde libre. Là, ils ont tous les c'est ça. pouvoirs, c'est tout. C'est ça. Et, pardon. Mais si tu veux bien, moi, je voudrais sinon finir, en tout cas, aller au bout du truc pour moi, Mhm. par rapport à l'actualité sur ce point.
c'est que tous les gens, notamment certains qui se disent libertariens, qui se gaussent, ou qui s'interpellent même simplement, sur l'intervention de Trump vis-à-vis du Venezuela. Excuse-moi, j'ai un chat dans la gorge. Excuse-moi, ce gros chat dégueulasse. Voilà. Oui, pardon. C'est bon? C'était peut-être une chatte d'ailleurs, je ne sais pas. Tous ces gens-là, leur réaction devrait être justement à sorifier, à exprimer un dégoût en disant mais Monsieur Trump, Monsieur Poutine, Monsieur Mao Tse-tung ou Monsieur Lula, pareil, on s'en fout complètement. Vous avez fait ce truc-là, même si on peut comprendre pour des raisons communisme, rien à péter. Vous avez violé, pas le droit international, vous avez violé le droit naturel, c'est-à-dire vous avez initié la violence. Vous avez initié la violence. Tous ces gens-là devraient réagir en se disant nous contestons, nous exprimons volontairement d'une manière forte notre rejet de ce genre d'initiative et de tous ceux qui le soutiennent. La civilisation et la paix ne viennent que à partir du moment où on exprime son rejet de la violence. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se défendre, mais il faut appuyer de manière forte toute forme de rejet, et rejeter toute forme de violence. Et ça commence par celle-là. C'est ça. Il faut, il faut. En fait, si c'est une exigence, parce que sinon, on n'est pas cohérent. Et c'est pas du pacifisme de hippie BA, c'est ça qu'ils comprennent pas, ces imbéciles. Non, c'est une condition nécessaire et suffisante à la civilisation et à la paix dans le monde. Je la refais. C'est une condition nécessaire et suffisante à la civilisation et à la paix dans le monde. Rien de moins. C'est juste pour préciser qu'on n'est pas des gens comme Gandhi, et j'ai pas de mépris pour Gandhi, mais c'est pas l'optique libertarienne d'être comme Gandhi. Moi, j'apprécie ce qu'il a fait. Enfin, dans les détails, je connais pas sa bio, il y a des trucs à contester sûrement, mais tout le côté pacifisme de ce genre-là, on n'est pas là-dedans. C'est-à-dire que s'il faut se défendre, moi, j'ai aucun problème à utiliser la force, mais pour se défendre, uniquement pour se défendre. En défense, bien sûr. Et c'est regrettable. Et tout le pas. Non, c'est regrettable. Oui, c'est du bon sens. Je préférerais ne pas avoir employé la force, c'est tout. Ah oui, bien sûr, évidemment. Mais si c'était le cas, il n'y aurait pas de crime, il n'y aurait pas de droit, on n'aurait pas besoin de droit. Enfin voilà, c'est bon. D'ailleurs, tout l'objet du vrai libertarisme, et là, on va marteler qu'on nous sommes les seuls libertariens, les anarcapes, toi, moi et toutes les personnes avec qui on parle et qui ont compris cette philosophie-là, on est les seuls, parce qu'on est les seuls à avoir vraiment mis sur la table qu'il y a effectivement des criminels et des gens dangereux, et c'est pas se mettre la tête dans le sable ou être un utopiste que de penser en anarcap. Au contraire, on en est tellement conscient qu'on n'arrête pas de vous mettre dans la tronche. Regardez le principe de non-agression. Si on a un principe de non-agression, c'est qu'il y a des agressions, sinon on n'aurait pas besoin d'en parler, bordel. Essayez d'ouvrir votre neurone 5 minutes, putain, je suis un peu agacé. Oui. Et de même, à partir du moment où on parle de droit, de justice, etc., c'est qu'on a bien conscience que la violence peut exister, évidemment. Sinon, on serait il n'y a pas besoin, dans un monde idéal, il n'y a pas besoin de droit, il n'y a pas besoin de justice. Ça sert à rien. Ah oui. Si on était vraiment des bisounours, on se déguiserait en Casimir et on mangerait des barbes à papa, puis on s'occuperait pas de tout ça, quoi. Je comprends pas comment on peut nous dire des choses aussi bêtes. C'est tout, quoi. Les minarxistes, je comprends pas votre bêtise. J'en suis arrivé à un point où je bloque, j'ai moi-même mon propre plafond de verre, mais comment vous faites pour être aussi stupide? C'est incroyable, je tombe de ma chaise, regarde. Non mais c'est fou, quoi. Voilà, je me suis un peu soulagé. Ça fait du bien. C'est bon pour la nouvelle année, ça fait du bien. C'est bon. Ça, il faut sortir le pull. Est-ce que tu as encore... C'est bon pour ton cœur. Ouais, oui, il bat bien, là, je suis content, j'ai fait mon exercice du matin, tout est cool. Est-ce que tu aurais une conclusion à apporter à ça ou d'autres points à soulever sur ces questions de droit international? Ouais, je pense qu'on a fait l'essentiel du tour, je pense sincèrement. Juste un truc pour renfoncer encore une fois, mais vraiment, c'est parce que j'ai encore un soi-disant ami qui me pose, qui tente d'insister en me disant, mais
Stéphane, est-il utile d'intervenir, comme avec Modio, hein, est-il utile et donc justifiable d'intervenir pour tenter de prévenir ou de réduire le moindre mal? Ah oui, le moindre mal, c'est vrai. Ben oui, c'est toujours le même truc. Est-ce que Trump avait pas raison pour réduire, toi, c'est des communistes, donc la réponse est et c'est pas ça. La question ne se pose pas dans ces termes. C'est La ça. question ne se pose pas dans ces termes. Et d'autre part, c'est ah oui, mais si vous savez pas répondre à cette question, alors le monde libre ne pourra jamais être libre et être en paix. Non, mais c'est ça, hein, sérieusement. Mais et donc la réponse là, c'est bien sûr que si, il le sera, parce que le simple fait qu'on arrive, hypothèse, le simple fait qu'on arrive à monter, à créer le monde libre, on ne pourra le faire qu'en réglant ces problèmes au fur et à mesure. Parce que le monde libre, quand on le fera et quand on essaie de le faire, moi quand j'essaie de faire la sécession, par définition, au fur et à mesure que je fais ça, j'établis des contrats avec mes voisins. Et vous ferez pareil, vous établirez des contrats avec vos voisins, de proche en proche. De proche en proche, de manière incrémentale. Et donc, ce faisant, les accords, pour le coup, le droit international, se fera, et donc la guerre s'éloignera au fur et à mesure. Donc ce scénario-là, dans un monde libre, peut-être que pendant la phase de transition, il y aura des soubresauts, d'accord? Oui, ok, très bien. Mais ça ne change rien sur le fond. La fin ne peut jamais justifier les moyens. Ouais, mais dans un monde libre, comme j'ai dit tout à l'heure, la guerre est elle est juste improbable parce qu'elle a été ruled out, elle a été réglée, repoussée au fur et à mesure que le monde s'est construit. Et on sera dans un monde justement qui est un tissu de contrats. Et j'espère que ça parle un peu à ces imbéciles de droite, parce qu'ils aiment bien en général mettre en avant le côté marché, économie de marché, etc. Donc je suppose qu'ils ont des affinités avec le terme contrat. Je suis même pas sûr. C'est ça, des relations qui sont, comment dire, cartésiennes. Enfin. Je pense que quelque part tu as raison, mais je pense que ce qui les freine, et après on passe sur ton truc, ce qui les freine, c'est pas ça, c'est que je pense qu'ils n'ont pas dans leur esprit, ils ne voient pas comment le monde libre est organisé. Ils se posent, l'immense majorité de nos interlocuteurs me posent moi aussi des questions en disant comment on va faire pour libérer la France. Mais moi je veux pas libérer la France. Je veux la démanteler. C'est ça. On ne pourra jamais avoir une France libre telle que la France est aujourd'hui. En tout cas, c'est extrêmement improbable. Par contre, si on la démantèle, c'est-à-dire si, comme tu l'as dit, on fait 100 départements ou 36 000 communes, alors à ce moment-là, c'est une autre histoire. Là, chacune des communes pourront avoir des contrats, des départements pourront avoir des contrats. On peut imaginer la paix et la liberté dans un monde où la France est démantelée, où l'Allemagne est démantelée. Mais c'est ça qu'il faut que les gens de droite arrivent à se mettre dans la tête et à accepter. Il ne peut pas y avoir de liberté dans un monde qui serait celui que nous connaissons aujourd'hui. C'est juste pas possible. Il faudrait donc pour ça qu'ils arrivent à se débarrasser de leur communisme mental qui les oblige à voir le monde tout le temps sous le prisme d'une domination centralisée par un État, par un pouvoir qui met le poing sur la table et qui domine des vaches par millions. Je pense qu'ils n'arrivent pas à sortir de ce schéma où les organisations sociales ne sont pas de ce type-là. Oui, mais je pense aussi ce qui les freine, c'est la nation, la culture, l'Occident, et ce genre de conneries. Ouais. Mais bon, ça, je pense qu'il faudra qu'on fasse une vidéo plus dessus, parce que si on va partir dans tous les sens. Ouais, on va partir sur n'importe quoi. Mais puisqu'on parlait de contrat, on va peut-être pouvoir changer de sujet alors, pour parler maintenant plus de droit international, mais de droit de couple, puisque je te propose qu'on évoque rapidement le mariage. Tu veux marier des États, alors. Tu veux marier des communautés. Tu veux que mon lotissement se marie avec le tien. Waouh.
Puisqu'on nous a posé la question aussi en privé, le mariage dans un monde libre, à quoi ça ressemblerait? Et je trouve que c'est pas si éloigné que ça de la discussion qu'on vient d'avoir sur le droit international, puisqu'il s'agit finalement d'établir des contrats, hein, simplement des règles de vie entre individus, et ça concerne aussi la fondation d'une famille, des relations d'amour, etc. Je ne suis pas en train de dire qu'on va mettre des contrats sur comment un homme et une femme, ou deux hommes ou deux femmes, on s'en fout d'ailleurs, veulent interagir ensemble dans leur intimité. C'est simplement que de nos jours, on a déjà des contrats de mariage, on a déjà donc cette notion où les gens se mettent d'accord sur comment ils vont s'organiser une vie quasiment entière si le projet n'est pas de divorcer au bout de 6 mois. La différence étant que dans notre société actuelle, il y a toujours un troisième larron dans ce mariage, c'est toujours un mariage à 3, puisque l'État fait toujours partie du truc. Donc on n'est jamais marié avec quelqu'un en particulier, on est marié avec une personne qu'on a choisie et un cancer qu'on n'a pas choisi qui s'appelle l'État, en gros, parce que ce soit la mairie ou pas, peu importe, l'État fait partir du tableau. Oui. Et moi, je propose qu'on discute rapidement de ce que ce serait dans un monde libre. Ce serait la même chose, mais sans l'État, quoi. C'est-à-dire, on aurait éventuellement des contrats, des ententes, ou pas, mais il n'y aurait jamais de tierce partie qui imposerait une façon de faire sur comment on organise notre vie, et derrière, comment on doit se séparer. Quand je dis qu'on ne serait pas imposé, c'est qu'on n'a pas établi, si on n'a pas établi d'accord avec la communauté, parce que ça se pourrait effectivement que la communauté, par ses mœurs et par ses machins, et par notre fait d'adhérer à cette communauté privée, on a dit oui, si on se marie, on fait comme ça. Mais voilà, enfin, je te laisse développer. Oui, mais peut-être, je pense que comme je suis bien d'accord avec toi, et la question du mariage prend effectivement carrément une toute autre tonalité dans un monde libre, à partir du moment où il n'y a pas d'État, complètement d'accord. Mais, sauf à dire des conneries, et tu compléteras si je me trompe, pas complètement, mais pour moi, historiquement et socialement, le mariage, ou toute chose assimilée à un mariage, c'est pas tellement l'institution, mais plutôt, enfin, c'est pas l'institution juridique qui m'intéresse, mais c'est plutôt l'institution historico-sociale, si je puis dire, plutôt. Il me semble que des couples sont amenés à s'épouser, pour prendre un autre terme, pour 3 raisons. Et peut-être que j'en oublie, mais en tout cas, j'en vois 3 de manière très simple et très claire. La première, c'est l'un vis-à-vis de l'autre, c'est-à-dire, malgré tout, ils vont mettre des ressources en commun, un patrimoine en commun, un mode opératoire, un modus vivendi, ils vont tomber d'accord sur des trucs ou pas. Donc, ils vont probablement souhaiter, c'est pas obligatoire, mais ils vont probablement vouloir souhaiter entre eux deux, des modalités, éventuellement des modes de sortie, de recours, etc., liés à la mise en commun de ressources qu'ils apportent chacun, soit avant le mariage, soit pendant le mariage, pour gérer un patrimoine, les risques associés et la propriété privée de ces ressources. Je pense que c'est le premier sujet. Ça peut être très simple, mais on le voit d'ailleurs en droit français, tu as des trucs comme la séparation réduite aux acquets, communauté de biens, des trucs comme ça. C'est de ce niveau-là. Bon, ok. Après, le deuxième point, c'est évidemment les enfants. Responsabilité, liée à la tutelle des enfants, pas à la propriété, j'allais dire. Les engagements de ressources, les engagements d'instruction, la protection, en fait, tout ce qui est lié au comportement du couple et l'engagement mutuel du couple envers faire des enfants et faire de ces enfants des adultes demain. Bon. Voire même, tu vois, les modalités à l'avance sur comment on les considérera adultes ou pas. Ok. Mais il y a aussi un troisième volet qui même s'il on n'a plus d'État, me paraît néanmoins quand même nécessiter d'une existence, c'est que le couple peut très bien peut être considéré comme étant une personne morale. C'est-à-dire la question que est-ce que le mari peut engager la femme et le couple, ou la femme engage, tu vois, la question de l'engagement de l'un au titre du couple, c'est-à-dire que le couple soit une personne morale, vis-à-vis du monde extérieur, est une question qui se pose. D'accord ? Attends, je te coupe tout de suite. Tu continues, mais
Moi, j'étais resté sur l'impression que dans un monde libre, la personne morale n'existe pas parce que c'est pas quelque chose de. Bah si, bah si, ça existe forcément. Une entreprise, c'est quoi? C'est forcément une personne morale. C'est un nœud de contrat. Non, c'est ce C'est que un nœud de j'allais dire. C'est contrat. un autre contrat qui concerne des individus, donc Oui, c'est mais pas. oui, mais pardon. Oui, mais le point c'est euh, le couple gère, d'accord, ou le couple Zeiter. Est-ce que Stéphane Gère a le droit d'engager le couple Gère quand il achète une bagnole? C'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui achète une voiture, ou est-ce que la voiture, elle va appartenir au couple? Est-ce qu'elle D'accord. engage ma femme? Mhm. D'accord? Donc, le couple gère et la famille gère et a une réalité contractuelle vis-à-vis du monde extérieur. Oui. Est-ce que ma fille, toute gamine, enfin, non adulte, d'accord? Si elle fait des dégâts, etc., est-ce que c'est elle qui est responsable? Est-ce que c'est ma femme qui est responsable? C'est la famille qui est responsable? Est-ce que c'est moi qui suis responsable? Ce genre de questions nécessite de penser la famille comme étant une entité juridique cohérente. C'est une personne morale. La différence que je vois avec une entreprise, c'est que dans une entreprise, il y a des propriétaires, des actionnaires, et qui donc peuvent être imputés à proportion de leur engagement dans le Oui, projet. Maintenant, dans un oui. couple, ça me paraît quand même beaucoup plus distant, cette notion, parce qu'il n'y a pas d'action là-dedans, vraiment. Est-ce que tu Ben, mets des c'est pour ça que tu mariage? as, c'est pour ça que le mariage, à mon sens, il règle justement ce truc-là. C'est, Ok. tu as une famille vis-à-vis du monde extérieur et tu as donc des interactions sociales, ok? Et l'impact de ces interactions en interne est réglé par le premier contrat, celui qui donne les termes Ouais. entre toi et moi, etc. Si, je vais dire n'importe quoi, hein, mais si on fait un mariage où et ça a existé, où le mari était le seul responsable, hein, juridiquement, et la femme n'avait pas de propriété privée, ça existait ça en France. Hein, d'accord. Ah ouais, ok. Bah, la notion de chef de famille, je dis pas C'est que la c'est même bien, date. c'est juste, d'accord. Mhm. La notion de chef de famille faisait que c'était le mari seul qui était responsable de la famille par rapport au monde extérieur, d'accord. Ok. Mhm. Tu vois, donc c'est un modèle qui n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui, mais c'en est un. Bon. Donc, je pense sincèrement que tu as forcément ces trois volets. Il y a comment la famille va interagir entre elles-mêmes, parce que, hein, notamment vis-à-vis des gamins, et les relations vis-à-vis des gamins, mais surtout la famille vis-à-vis du monde extérieur, et donc notamment vis-à-vis de la communauté de la mosaïque. Je pense que tu peux pas échapper au fait qu'il y ait que le... Alors, c'est peut-être pas le mariage qui va régler ça, mais à partir du moment où une famille arrive dans une communauté, il y aura forcément un contrat entre la famille et la communauté. Est-ce qu'on peut imaginer une communauté distendue, c'est-à-dire sans contrat, juste des gens qui habitent à proximité les uns des autres, mais qui n'ont pas signé d'entente, que ce soit sur les routes ou sur le mariage ou sur n'importe quoi? Moi, ça me paraît pas incongru. Je, je pense Surtout que dans c'est dans possible. les zones peu peuplées, enfin, si la densité de Oui, population est faible, perso, j'y crois qu'à moitié. C'est-à-dire que dans l'absolu, c'est tout à fait possible. Et dans l'absolu, le principe de non-agression suffit pour tout. Donc oui. Mais tu vas t'apercevoir très très vite que des pratiques vont se mettre en place. ouais, après ça coince, ouais. Euh, Ben oui, parce que tu utilises une route, même si tu l'utilises qu'une fois par an, machin, bon, ok, mais on va te le tolérer, mais à un moment donné, te le tolérera plus. Dès que tu es dans un monde où tu as besoin de partager des ressources, tu vas forcément avoir des contrats, même s'ils sont tacites. Alors, je voulais venir justement là-dessus parce que le mariage, c'est quand même, une déclaration à la société: «Nous allons vivre ensemble, nous avons un projet de couple». D'ailleurs, ça pourrait être un projet à plus que 2, hein. Les mariages Bien multiples sûr, là, bien sûr. polyandres, polygames, ça pourrait marcher aussi sous ce J'ai modèle-là. j'ai fait aucune hypothèse quant à la Mmh. composition de la famille. Mais, au-delà de ça, il y a simplement la notion de concubins ou de colocs, enfin des gens qui se mettent ensemble pour vivre ensemble, même pas forcément pour fonder des familles. Ça va être donc régi de la même manière. Oui, absolument. Absolument. Je pense aussi. C'est une très bonne. Absolument. Mais il me semble que dans En fait, toutes le ces le mariage configurations. disparaît finalement comme notion. Sauf qu'il y a Le des enfants qui mariage sont n'est, restés. le mariage n'est qu'un cas particulier de, comment dire, d'organisation, parce que le mariage, c'est jamais comme une coordination,
Le mariage n'est jamais qu'un cas particulier, d'organisation d'une cellule familiale, je ne sais pas comment il faut dire, ouais, en tant que telle, vis-à-vis des gosses, parce que ça, je pense, c'est quand même un point important, et vis-à-vis du monde extérieur. C'est les 3 dimensions que je vois. Mais effectivement, ça peut être un homme, une femme, 2 gosses, ça peut être 2 hommes, pas de gosses, ça peut être 2 femmes, pas de gosses, ça peut être 3 familles en même temps dans le même bâtiment, même maison. Mais ça Mais change il faut rien. encore que justement les gens déclarent qu'ils sont constituants, pour employer un terme chouardiste, d'une unité qui veut se représenter comme tu l'as dit, comme personne morale. Parce que si toi et moi, par exemple, on est pris à la gorge et qu'on doit partager un appartement et qu'on devienne coloc, on n'a pas forcément envie d'être considéré comme un couple, excusez-moi pour la Ben notion. oui, mais Tu vois ce que je veux dire? oui, mais non. Encore une fois, tu t'apercevras que ça me paraît. C'est possible. Encore une fois, c'est possible. Mais je pense Hein, que ce genre de modèle a des limites. Parce que tu sais, toi qui fais de l'informatique, il y a un truc, c'est dès que tu fais des modèles d'organisation, tu t'aperçois toujours que tu fais un truc qu'on appelle un RACI, tu sais, hein, mhm, responsible, accountable, consulted, informed. mhm. Il faut toujours qu'il y ait un A quelque part, sinon ça ne marche pas. Et là, c'est pareil. Si tu te mets en Allemagne, ce que moi j'aimais bien parce qu'ils ont les notions de Wohnungsgemeinschaft. Ah, ok. Donc, tu sais, c'est une Société grosse d'habitation. maison. Mhm, Ouais, 3 ou 4 étages. Il doit y avoir là-dedans, t'as quoi, 4 ou 5 appartements. Mais pourtant, c'est une Gemeinschaft. Okay, mhm. t'es obligé d'avoir quelqu'un qui est responsable de la Gemeinschaft. Parce que vis-à-vis du monde extérieur, c'est lui qui quelque part, prend les engagements ou qui est supposé être toi, tu as toujours besoin d'avoir quelqu'un qui répond au En titre gros, de. c'est le fameux syndic de copropriété de Fabry et d'autres personnes qui veulent faire cette allusion ou cette comparaison avec l'État. Sauf que là, ce seraient des vrais syndics de copropriété, donc des associations de gens qui se constituent, encore une C'est, fois à la c'est, mode c'est, foire, qui font vraiment une constitution locale pour oui. expliquer comment ils fonctionnent et comment ils se positionnent par rapport au monde extérieur. Ah, dans mon lotissement, ça s'appelle un règlement intérieur, tu vois. Ouais, voilà. Mhm, mhm, Mais c'est très, très intéressant parce que je pense que c'est très, très vrai. On vient de faire un magnifique continuum mhm. entre le mariage et un règlement intérieur de C'est ça, lotissement. C'est c'est ça. extraordinaire. Mais c'est tout à fait vrai. Je pense que c'est tout à fait vrai. Et ça, Le mariage, ça concerne oui, aussi oui, le mariage est l'entreprise, quoi. le cas limite. Oui, le mariage est le cas limite d'un règlement intérieur tout à fait. Je pense D'une que c'est vrai. copropriété, ouais. Ou d'une Mmh. entreprise, parce que le mariage produit bon, bah, des enfants et il n'a pas forcément vocation à... Mais si, il a forcément vocation à être rentable, sauf qu'il ne peut pas être racheté, quoi. Il n'y a pas d'action. Ouais, il n'y a pas de production. Pas de Toi, une production. entreprise, elle produit, là, on parle d'une organisation qui n'est juste qui ne fait que régler les problèmes de responsabilité. C'est vrai que même une Pas, colocation ou justement un lotissement n'a rien à produire. Il c'est doit ça. juste gérer les relations entre ses membres. Voilà, l'entreprise est une organisation différente parce que sa vocation, c'est de produire, faire des profits et de distribuer les profits. Mm. Là, dans une organisation Voilà. une communauté, on s'organise pour organiser la civilité, tu vois, d'accord. Donc c'est pas la même finalité, mais ça change pas le fait que il faut bien qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui réponde. Hein. Donc, de même que tu as un chef de famille, ou qu'il y avait un chef de famille, bon, il y a forcément à un moment donné un chef de Wohnungsgemeinschaft, et il y aura Mhm. forcément un chef de lotissement ou équivalent. Forcément. Alors là, on a parlé de tout ça, on a parlé de mariage, d'enfants et de machin, mais on n'a pas beaucoup parlé d'amour, ni de culture, ni de religion. C'est un peu froid ton discours là, Stéphane, excuse-moi, mais hein, là, c'est pas pareil. Hein. Ben, les mariages d'amour, ça existe, c'est super, mais des mariages sans amour, ça existe aussi. Hein. Enfin, bon. Non, mais en fait, j'ai envie de dire que le continuum existe quand même parce on intègre rarement une colocation ou une copropriété si on trouve que les autres autour sont répugnants et qu'on C'est une les aime bonne pas un réponse. minimum, quoi. C'est une bonne réponse. La réponse, effectivement, c'est les préférences. Tu as tout à fait raison. Et dans les préférences, il y a celle de l'amour, de l'amitié et d'autres.
absolument. Et de la culture et de la religion, parce que Oui, tout à on a fait. dit que le mariage, là, c'était pas quelque chose qu'on avait figé à deux personnes de sexe opposé, donc ça peut être de n'importe quelle forme, avec n'importe quelle quantité de gens, et selon n'importe quel rite, du moment Oui. qu'il n'y a pas de sacrifice humain, ça va, quoi. Oui, oui. Oui, oui. Ah, oui. Là, oui, on fait de toute façon l'hypothèse que tout cela s'inscrit dans une logique de contrat qui sont des variantes du principe de non-agression, bien évidemment. Bien Voilà. évidemment. Mais tout ça pour dire que le mariage n'est qu'un cas particulier, c'est très intéressant, je trouve, d'un règlement intérieur de copropriété avec triple vocation, et il y en a peut-être d'autres d'ailleurs, hein, et la gestion des ordures peut-être, enfin bon bref, Le gazon. qui sont liés à les gamins, parce que les gamins posent un problème particulier qui est qu'ils sont en tutelle et ensuite il faut qu'ils deviennent adultes et responsables. Donc il y a ce problème-là à gérer qui est très particulier, qui nécessite comment dire, des clauses particulières. Les relations entre la communauté, dans la communauté, le mariage, et les relations extra-communautaires. C'est les trois, pour moi, ça me paraît être les trois trucs qui sont vrais dans tous les cas. J'ai envie de finir, puisque tu as parlé des enfants, de tutelle et de majorité, sur ce sujet-là. Ça, c'est un des arguments de débiles qu'on nous sort régulièrement, c'est qu'on accepte l'État puisqu'on reste dans le pays dans lequel on est, donc tacitement, on accepte les conditions dans lesquelles on vit, donc l'État est légitime. On les subit. Oui, je suis bien d'accord. Et l'analogie qui est faite avec les copropriétés ou le mariage, c'est que des enfants qui naissent dans un tel environnement, bon, tant qu'ils sont sous la tutelle des parents, ça pose aucun problème. C'est les parents qui répondent. Quand ils commencent à devenir majeurs et indépendants, leur acceptation de l'environnement se fait effectivement par le fait qu'ils restent sur place. Et s'ils ne sont pas contents, comme ils sont majeurs, ils s'en vont et puis le cas est réglé. Oui. Est-ce que tu parles de la situation actuelle. Là, je parle même dans le monde qu'on connaît aujourd'hui. Dans le monde qu'on connaît aujourd'hui, c'est ce qui se passe, mais même dans un monde libre, si on forme, si on était voisins, toi et moi, et qu'on était dans ce lotissement, et on a des enfants, ces enfants grandissent, et à partir du moment où ils sont reconnus comme majeurs et adultes, le fait qu'ils restent dans le lotissement prouve ou pas qu'ils sont d'accord avec les règlements intérieurs. Moi, je dirais que oui, mais à un moment donné, on leur fait signer. Il n'y a pas de... Tu prends les pratiques qu'on voit, et je ne suis pas du tout là aussi spécialiste, mais tu prends les pratiques dans certaines... je ne sais pas le mot, dans certaines communautés. Je vais prendre le risque là aussi de dire une connerie, mais tu vois, chez les francs-maçons, les francs-maçons vont pratiquer vont adouber les gens et vont faire de la cooptation. Donc il y a un processus chez les francs-maçons, chez d'autres, hein, c'est le cas aussi dans le cabinet de conseil, toi, par exemple. Donc, où on va tout d'un coup décider que certaines personnes ont atteint certains critères de sélection, certains paliers de qualité, qui leur donnent droit à une cérémonie qui les fait entrer dans le cercle d'ordre supérieur. Des gamins qui deviennent adultes, c'est exactement, en l'absolu, à un moment donné, il y a une cérémonie, une étape, un formalisme, excuse-moi, décidément, T'as un troupeau de chats, qui les fait passer d'un statut, d'un cercle, à un autre cercle. On peut très bien imaginer des cérémonies d'adoubement des gamins tous les ans pour devenir adultes. Il n'y a que l'imagination qui nous limite. Ça peut être des cérémonies, ça peut être des tests, ça peut être des compétitions, on peut tout imaginer, mais il faut bien qu'il y ait un processus social, convenu, qui est dans les fameux contrats qu'on a identifiés, et même si c'est juste de la tradition, peu importe, ça ne change rien.
Souvent, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup de différence entre la traduction et les contrats, c'est notre sujet, ça. Mais qui fasse que, officiellement, les gamins, et avec leur accord, bien sûr, soit décident de partir, okay, soit passe une étape qui les fait passer dans la communauté du stade d'ado sous tutelle à un stade d'adulte et de plein citoyen. Ça va de soi. Je peux pas imaginer une société, et ça existait dans l'histoire, ce genre de choses, c'est ça aussi, ça existait. Et on voit souvent ça dans les tribus, là, parce que ça fait partie des documentaires anthropologiques. Il y a à un certain âge, les gamins sont soumis à des rituels et puis ils sont considérés comme adultes. Bah, c'est ça, quoi. Voilà, mais c'est pas un hasard si ça existe dans les tribus. C'est parce que la question se pose, c'est qu'à un moment donné, le gamin, il faut que lui-même déjà accepte le truc, s'assume et qu'inversement, on le reconnaisse aussi. Il y a, je sais plus, dans un article, je l'explique, encore une fois, c'est le droit naturel, c'est la reconnaissance par les autres. Donc il faut que soi-même on s'accepte vis-à-vis du monde extérieur, mais il faut que le monde extérieur nous accepte. Donc il faut bien qu'il y ait une cérémonie, une étape, un pont, quelque chose. Un truc qui officialise le chose et en fait qui fasse en sorte que plus personne ne peut l'ignorer. Et dans le monde actuel, comme on a perdu toutes ces traditions-là et qu'on pense souvent que ces traditions sont barbares quand on les voit chez les autres tribus, on a oublié que ça vient d'une nécessité sociale très très ancienne et qu'on a simplement oublié. Parce qu'on les a oubliées, on pense qu'elles sont barbares. Mais non, en fait, c'est nous les barbares. Ouais, parce qu'on a enlevé en fait tout ce qui fait la grandeur, c'est un mot un peu pompeux, mais la grandeur de l'être humain et le fait qu'on est des êtres humains, c'est de se reconnaître comme tel en premier, c'est la première étape. C'est ça. C'est ça qui est intéressant, c'est que on trouve en fait une plus grande barbarie dans le monde moderne qu'on le trouve dans certaines tribus au fin fond de l'Amazonie ou de la Nouvelle-Guinée, probablement, sur des dimensions comme celle-là. C'est quand même hallucinant, mais bon. Ouais, parce qu'on n'est vraiment pas du tout considérés comme des êtres humains. Je veux dire, moi quand je parle de bétail et de vaches, c'est pas juste pour rigoler, quoi. C'est vraiment quelque chose que je ressens vraiment, comment on est considéré dans la vie de tous les jours. Il suffit de voir comment les gens de l'administration t'adressent la parole. C'est le premier signe. N'importe quel abruti de la mairie ou de préfecture ou au flic te parle comme une merde, comme si tu étais à son service et pas l'inverse. Enfin, bref, ça c'est un ressenti très personnel, mais n'empêche que je trouve que ça traduit bien la hiérarchie qu'il y a. Il y a les gens qui sont sérieux au pouvoir administratif, etc. Et nous. Il suffit de se demander, en fait, parmi les gens qui ne sont pas d'accord avec ce que je viens de dire, quand un flic s'approche de vous, pas quand c'est vous qui lui demandez votre chemin dans la rue, mais quand un flic s'approche de vous, est-ce que vous ressentez une sorte de resserrement des viscères ou ah, enfin, on va s'occuper de moi? Posez-vous la question, quoi. Voilà, c'est une belle conclusion, ça. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter sur ce sujet? Moi, je trouve que le sujet du mariage qu'on vient de faire n'est pas finalement très éloigné du premier sujet qui était le droit international. On a parlé plus ou moins des mêmes choses, mais à des échelles différentes, en fait, c'est tout, quoi. Exactement. Je pensais à quelque chose comme ça aussi. On est parti du plus haut, là, on est parti des grosses masses, on a parlé des fracturés en petites communautés volontaires, libres, et on arrive finalement à l'individu. Et qu'est-ce que veut l'individu dans la vie? C'est l'amour, la paix, et donc vivre en harmonie avec son conjoint, sa conjointe, ses conjoints s'il a envie, ses chèvres s'il a envie, peu importe. Ah tiens, on pourrait finir là-dessus, le mariage avec des animaux. Ah, ça par contre, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Tu peux d'un animal. Non, on a déjà dit que les animaux n'avaient pas de droit, donc ça colle pas. Pour le coup, ça marche pas. Non, mais c'est vrai ce que tu dis, et en fait, en plus, on l'a fait de manière tout à fait non volontaire, mais c'est vrai qu'on vient de brosser l'ensemble du spectre du droit. Dans le monde libre, on est parti de l'individu pour passer à la structure familiale, le couple et les enfants, la structure familiale dans une communauté et dans une copropriété. Et donc ensuite, dans la mosaïque d'Emile Lichtenstein, justement, la mosaïque elle-même,
et ensuite le droit international au niveau au-delà de la mosaïque. Il ne manque plus qu'une étape, c'est de traiter avec le cas de la Lune et de Mars. Bon, ça sera une autre histoire. On le fera une autre fois, ouais. Il y a des choses à dire là-dessus. Et oui, c'est bien, c'est très bien qu'on ait fait ça sur une seule même vidéo, et en plus on l'a fait par hasard. Mais je pense que c'est bien, ça donne à peu près une vision sur toute la structure du droit. En tout cas, en totale improvisation. Écoute, merci beaucoup Stéphane, j'ai beaucoup apprécié. Donc, je te donne rendez-vous dans un futur très proche pour un autre sujet. Je suis sûr qu'on va jamais s'ennuyer. Cette année s'annonce vraiment torride pour les conneries. Donc, on aura plein de trucs à réexpliquer parce qu'apparemment, les singes régressent et on va devoir mettre les bouchées doubles. Mais ils régressent forcément. Ils peuvent pas, tant qu'ils butent sur les fondamentaux, ils peuvent. Enfin, on en parlera. Mais quand un mec qui n'a pas compris, malheureusement, il bute tellement qu'il finit par se dire que c'est nous qui avons tort, forcément. Soyons optimistes. D'ailleurs, pour faire preuve d'optimisme, je rappelle qu'il faut qu'on s'y tienne. Le 1er avril, on va faire la distribution des prix. On n'a pas encore complètement finalisé le nom de la cérémonie. Moi, j'aime bien le prix. Ça se décide. Mais si dans les commentaires, on va décerner des prix. Donc, si dans les commentaires, vous avez des... Alors, Maher, c'est bon, tu as fait ta liste. Mais si tu veux en rajouter, tu peux. Mais les autres, si vous avez des trucs à nous suggérer comme type de prix et type de candidat, ça pourrait être rigolo, quoi. Ce sera en direct le 1er avril. Je ne sais pas quel jour ça tombe, mais j'ai décidé que ce sera en direct le 1er avril. Voilà. Sur ce, je vous fais des grosses bises. Bon week-end, Stéphane. Débrouillez-vous bien avec ces torrents de neige et les avalanches à Paris. Et on se retrouve très, très bientôt. Bonsoir, bonne journée. Ciao. Bois un coup. Oui, mais j'ai le. Ah ouais. Ça m'attaque la luette et donc ça revient. C'est encore.